Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo FAQ avec le notaire. Donc plus exactement, aujourd'hui, on a une femme, on a Madame Perrault qui va nous accompagner pour parler de succession, d'héritage. Vous avez eu plein de questions et on va y répondre ensemble. Alors Maître Perrault, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour Laure. Donc, je suis Marie-Hélène Perrault. Je suis notaire à Chevreuse, dans les Yvelines, et je suis également porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Voilà, je vous remercie de votre invitation pour cet échange. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va apprendre plein de choses et on va pouvoir commencer tout de suite les questions. Du coup, c'est vrai que c'est un thème qui est assez large, qui ne parle pas forcément à tout le monde et je me suis dit que ce serait bien de commencer peut-être par nous expliquer en premier qu'est-ce que c'est que la succession, l'héritage, un petit peu en quoi ça consiste. Et après, je vous poserai toutes les questions qu'on a reçues. Alors, si vous voulez, la succession, c'est quelque chose qui est assez vaste comme sujet, mais pour faire très simple dans ma réponse, c'est tout l'aspect patrimonial d'une transmission qui est envisagée par une personne, soit de son vivant, soit par suite de son décès, lorsqu'il n'y a pas eu de mesure d'anticipation. Donc, c'est là qu'on parle d'héritage, puisque en fait, finalement, l'héritage, c'est le patrimoine qui est transmis par le défunt, ou, si on va dans une question beaucoup plus vaste, par un donateur de son vivant. L'héritier, c'est celui qui va bénéficier d'une partie ou de la totalité de ce patrimoine. C'est le successeur. C'est ça aussi, voilà. Ou le donataire, si vous préférez, lorsque en fait la transmission a été envisagée du vivant de la personne défunte. Alors, du coup, je vais vous poser un petit peu les questions qu'on a reçues. La première, elle vient de Alexia. La donation d'un père à son enfant a-t-elle un coût financier? Alors, oui, elle a un coût. Tout dépend en fait de ce que l'on donne et de combien on donne. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez donner des biens, comme vous pouvez donner aussi une somme d'argent à des enfants, comme vous pouvez donner aussi des bijoux ou d'autres biens mobiliers, hein, un portefeuille notamment d'actions ou autres. Donc, c'est assez varié. Et suivant la nature de la donation, donc de la nature du bien donné et de son évaluation, le coût ne sera pas le même. Alors, pour être plus clair, je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous ayez deux enfants et que vous vouliez leur donner, vous, Laure, une somme de 100 000 euros chacun. Bien. Vous avez un choix. Vous avez un choix, c'est-à-dire que vous pouvez très bien me dire, écoutez, Maître Perrault, je préfère passer par une donation don manuel et donc je vais me rendre au centre des impôts, je vais demander un imprimé fiscal et je vais faire ma donation et je vais la déclarer pour chacun de mes deux enfants. Et là, je vais vous dire, oui, c'est possible, Laure, mais il va y avoir des conséquences civiles sur cette donation. Elle ne vous coûtera rien, certes, puisque l'abattement des 100 000 euros n'engendrera aucun droit à payer au niveau de la fiscalité. Mais au jour de votre décès, cette somme que vous allez avoir donnée à vos enfants, elle devra être réévaluée en tenant compte de l'emploi de cette somme par chacun de vos enfants. Concrètement, celui qui aura le mieux investi cette somme sera pénalisé par rapport à celui qui aura fait un moindre investissement. Donc, il est parfois utile dans ce cadre-là d'aller voir son notaire au préalable et de s'interroger sur l'utilité de passer par un acte notarié afin de pouvoir figer les valeurs et permettre comme ça, au jour de votre décès, Laure, que chacun de vos enfants, quel que soit l'emploi de la somme qu'ils auront fait, achat d'un appartement ou d'une voiture, ils rapportent la même somme dont ils ont bénéficié. Et là, potentiellement, vous aurez un coût sur l'acte qui sera d'environ 1 500 euros. Donc, que ce soit là, par exemple, la personne dit pour son enfant, il y a une différence de coût entre donner à son enfant ou donner à quelqu'un qui n'est pas son héritier direct? Alors, là, oui, vous avez une différence de coût importante puisque lorsque vous donnez un bien à votre enfant, vous avez l'abattement de 100 000 euros. Hein, et après, vous avez ce qu'on appelle un barème progressif qui s'applique, hein, qui nous est donné par la fiscalité. Donc là, on a le barème qui s'applique. Par contre, lorsque vous donnez à un tiers étranger et en dehors du cercle familial, c'est 60% de la somme donnée qui vient s'imputer et qui est à régler au centre des impôts. Lorsque vous faites une donation de somme d'argent, hein, vous avez les 100 000 euros, mais vous pouvez également, dans la mesure où vous avez moins de 80 ans et que votre enfant a plus de 18 ans révolus, lui donner en supplément et sans fiscalité aucune 31 865 euros qui viennent s'ajouter aux 100 000 euros.
Ça, ce n'est possible que si la donation porte sur une somme d'argent. Seconde question qui vient de Hélène. À qui revient les biens d'une tante qui n'a pas d'enfant? Eh bien, ça va dépendre de savoir s'il y a un testament ou pas. Si elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'héritier réservataire. Donc, à partir de ce moment-là, elle a pu, par une disposition testamentaire, léguer tout son patrimoine à une ou plusieurs personnes qui sont nommément désignées dans le testament. Dans ces cas-là, ce sont ces personnes-là qui héritent. Par contre, si elle n'a pas fait de testament, dans ces cas-là, c'est le Code civil qui précise qui va hériter des biens. Là, comme vous parlez d'une tante, je présume que s'il y avait des frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs qui sont toujours en vie, ce sont les frères et sœurs vivants qui viennent à la succession. Et s'il y a eu prédécès d'un frère ou d'une sœur, eh bien, ce sont les neveux et nièces qui viennent aussi à la succession, par représentation. D'accord, on revient chercher toujours dans la famille. Oui, tout à fait. Sauf disposition testamentaire, c'est ce que je vous expliquais. Alors, troisième question. Ma grand-mère voudrait donner de l'argent de son vivant, assurance vie, est-ce possible? Alors là, je dirais qu'il faudrait vraiment avoir un vrai conseil patrimonial auprès du notaire. Pourquoi? Parce que le contrat d'assurance vie, il faut déjà l'examiner, savoir quand est-ce qu'il a été souscrit, puisque vous savez que la fiscalité du contrat d'assurance vie dépend de deux choses, la date de la souscription du contrat, mais également la date du paiement des primes par le souscripteur. Il peut y avoir des conséquences fiscales importantes si on venait à casser le contrat d'assurance vie pour faire une donation au profit des petits-enfants. Il faut savoir que s'il y a une donation et qu'on casse ce contrat d'assurance vie, il y aura un abattement qui se fera par petits-enfants de 31 865 €. D'accord ? Et sur ces 31 865 € qui sont l'abattement légal, pourra s'ajouter également les fameux 31 865 € dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque le donateur a moins de 80 ans et que le donataire a plus de 18 ans révolus. D'accord ? Donc, en fonction de cette fiscalité, il pourra être conseillé à la grand-mère de cette personne, soit de modifier sa clause bénéficiaire sur son contrat d'assurance vie, pour que ce soit ses petits-enfants qui héritent au moment du décès, et donc qui puissent bénéficier de la fiscalité avantageuse du contrat d'assurance vie, voire même s'il y a un vrai souhait d'une donation anticipée parce que les petits-enfants en ont besoin, on pourra conseiller également un retrait partiel, pourquoi pas, de l'argent qui a été placé sur le contrat d'assurance vie sans le casser en totalité, pour faire une donation et modifier sur le reste du contrat d'assurance vie la clause bénéficiaire. D'accord, il y a plusieurs façons de l'emmener de façon à ne pas être trop pénalisé fiscalement. On est sur quel pourcent si on casse une assurance vie pour donner Eh bien, si vous cassez le contrat d'assurance vie, vous allez avoir une fiscalité déjà qui est propre au contrat d'assurance vie. C'est comme pour le retrait partiel d'une somme d'argent, et donc qui va dépendre également de la nature du placement que vous avez fait sur le contrat d'assurance vie. Ensuite, vous vous retrouvez avec une somme d'argent. Donc, on en revient à la chose que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que là, on fait une donation de somme d'argent, et comme c'est la grand-mère qui l'a fait à ses petits-enfants, on va utiliser l'abattement légal du grand-parent vis-à-vis de ses petits-enfants qui est de 31 865 €, auquel je vais pouvoir ajouter 31 865 € si la grand-mère a moins de 80 ans et le donataire, c'est-à-dire le petit-enfant bénéficiaire, plus de 18 ans révolus. Alors, on passe à une question. Moi, j'ai connu dans la famille cette situation. Ai-je le droit de refuser un héritage et comment? Moi, précisément, c'est que mon père a refusé l'héritage de son papa parce qu'il y avait des dettes. Donc, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas fait. Mais du coup, c'est vrai que je ne connais absolument pas la procédure. Du coup, je sais que c'est possible. Mais comment ça se passe? Alors, c'est possible. En effet, dans la situation que vous envisagez, c'est souvent le cas où on a des renonciations à succession. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez en effet renoncer à une succession. Dans ces cas-là, le patrimoine est transmis à vos propres héritiers. Donc, si vous avez des enfants, ce sont vos enfants. Si vous n'avez pas d'héritiers, ce sont les co-héritiers qui vont hériter du patrimoine sur lequel vous avez renoncé. Cette renonciation, elle intervient dans deux situations. La première, elle intervient dans le cadre d'une succession dite déficitaire. C'est le cas que vous m'exposez par rapport à votre papa. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle, c'est la renonciation qui se fait dans le cadre d'un conseil patrimonial parce que la personne qui renonce souhaite
que transmettre le patrimoine qu'il reçoit de ses propres parents à ses enfants directement et de manière anticipée, parce qu'il n'a lui-même pas besoin de cette succession. Et comment ça se passe? Eh bien, vous allez au tribunal judiciaire du lieu du domicile du défunt, ou bien alors vous faites une renonciation par acte notarié. Question suivante, on me demande, mon grand-père nous a déshérités, avait-il le droit? Alors, non, pas totalement. Parce que qui dit grand-père dit forcément enfant. Donc, à partir de là, je présume que dans cette question, le parent est prédécédé. Et donc, finalement, ce sont les petits-enfants qui viennent directement à la succession. Et il faut savoir que les enfants bénéficient d'une réserve héréditaire. Suivant le nombre d'enfants, alors quand vous avez un enfant, la réserve héréditaire est de la moitié de votre patrimoine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas disposer au profit d'un tiers plus de la moitié de votre patrimoine. Il y a forcément la moitié de votre patrimoine qui est réservé à l'enfant. Si vous en avez deux, c'est un tiers pour chacun des enfants qui leur est réservé. Et si vous en avez trois ou plus, c'est un quart de ce patrimoine qui leur est réservé pour chacun des enfants. Donc, le grand-père ne pouvait pas déshériter ses petits-enfants, et à minima à hauteur du quart de son patrimoine, même par disposition testamentaire. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on est dans cette situation, souvent on a une disposition testamentaire qui a été prise et dont les effets font que en fait, les gratifiés qui sont mentionnés dans le testament ont plus que leurs droits dans la succession. Et donc là, on dit que les legs sont irréductibles. Donc, ça veut dire que ce sont ces héritiers qui devront reverser une somme d'argent aux héritiers réservataires, les petits-enfants. Alors là, on est sur les familles recomposées. C'est vrai que c'est un sujet qui est vaste parce qu'aujourd'hui, plein de familles se reconstruisent après une précédente relation. Et donc là, on a une femme qui me demande, je suis mariée avec un homme qui a déjà 2 enfants. S'il devait décéder en premier, les enfants de mon mari peuvent me mettre dehors, point d'interrogation, et ils n'ont pas de contrat de mariage. Alors, je tiens à la rassurer, parce que qu'il y ait contrat de mariage ou pas, ce que je vais vous dire ne changera pas, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des dispositions législatives qui ont été prises pour protéger le conjoint survivant, notamment sur le logement de la famille. C'est-à-dire que cette personne bénéficiera, sauf disposition testamentaire contraire, donc il faudrait qu'il y ait une volonté de la part de son conjoint de la déshériter complètement. Et cette personne bénéficiera forcément d'un droit d'usage et d'habitation viager sur le logement de la famille au jour du décès. Ça, c'est la première chose. Et en plus, du fait qu'il y a des enfants d'une précédente union, elle bénéficiera également sur la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété. Et ce que je vous dis là, c'est sauf disposition testamentaire contraire. C'est-à-dire que par disposition testamentaire, le conjoint pourrait décider soit de priver totalement son conjoint survivant de tout droit dans sa succession. Dans ces cas-là, il faudrait qu'il fasse un testament authentique pour lui le priver de son droit viager au logement. Ou bien alors, au contraire, prévoir par testament des dispositions qui amplifient les droits du conjoint survivant. D'accord. Alors moi, pour pousser un petit peu plus loin cette question, c'est que là, on parle d'un couple marié. Maintenant, il y en a qui reconstruisent une famille sans forcément se marier. Comment ça se passe si on est juste pacsé ou juste en union? Si on est pacsé, on peut faire toujours une disposition testamentaire. Là, il faut bien comprendre que le Pacs ne donne pas les mêmes droits en cas de succession que si on est marié. Donc, si l'on est pacsé et qu'on n'a pas pris de disposition testamentaire au profit du conjoint survivant. Dans cette hypothèse-là, le Code civil prévoit que le partenaire pacsé a un droit d'usage sur le logement pendant 1 an et gratuit. Par contre, vous pouvez prévoir par testament des dispositions qui donnent plus de droits au conjoint survivant, mais toujours dans la limite de la réserve héréditaire des enfants. Et si vous êtes en union libre, eh bien là, du coup, il n'y a rien du tout. Par contre, vous avez la fiscalité qui va s'appliquer, qui est de 60%. La prochaine question, elle m'intéresse beaucoup. Comment écrire son testament? Comment on peut écrire un testament? Alors, je vais prendre les 2 cas les plus courants. Vous avez le testament holographe.
qui est en fait un testament qui est écrit, daté et signé de la main du testateur, que vous faites en général grâce au conseil de votre notaire, que vous déposez chez votre notaire qui va l'inscrire dans ces cas-là au fichier des dernières volontés, de telle manière qu'on puisse retrouver un jour la traçabilité de ce testament et son existence surtout. Et puis vous avez le testament authentique, qui lui est un testament qui est reçu par 2 notaires ou par un notaire et 2 témoins, et qui est fait dans des cas très particuliers, alors notamment lorsqu'on a une urgence et qu'on doit se déplacer parce que la personne est en fin de vie et qu'elle n'a plus la possibilité ni d'écrire, ni de dater, ni de signer son testament. Donc, dans ces cas-là, on se déplace soit avec 2 témoins qui sont déjà sur place, soit avec un autre confrère. Ou bien alors, on prévoit aussi ces dispositions testamentaires du testament authentique dans des cas très spécifiques où le contexte familial peut créer au jour du décès un conflit que le testateur veut éviter au maximum. Et donc, il est vrai que le testament authentique, du fait de sa force, est beaucoup plus difficile à contester qu'un testament holographe. Et du coup, par exemple, on entend, oui, un bout de papier signé et laissé à la maison pourrait être valable comme testament. C'est-tu un on-dit ou c'est tout? C'est une réalité. En fait, il suffit simplement que ça soit daté, signé et écrit de la main du testateur. Et il vaut comme testament. La problématique, c'est souvent la conservation et le fait qu'on retrouve le testament. Question suivante. Comment se passe un héritage d'un parent qu'on ne voit plus? Comme n'importe quel autre héritage. En fait, le seul point de différence, c'est qu'on ne voyait plus le parent, mais ce n'est pas parce que vous ne voyez plus un parent que vous n'êtes plus considéré comme étant héritier. Donc, sauf disposition testamentaire spécifique, vous êtes héritier, que vous connaissiez ou pas même le parent décédé. Les cas sur lesquels on a le plus de questions, c'est souvent, justement, vous le disiez tout à l'heure, très justement sur les familles recomposées, où on a des demandes de parents qui ne voient plus leurs enfants de précédente union et qui souhaiteraient les déshériter. Il faut savoir que ce point-là n'est pas possible, puisque je vous disais, la réserve héréditaire reste applicable et que l'on voit ou pas l'enfant ne change rien. La réserve héréditaire reste applicable. Et comment ça se passe juste de manière générale, un héritage quand une personne décède? Comment ça fonctionne la procédure? Quel temps, quelle étape? Alors, la première étape, c'est déjà d'être saisi, c'est-à-dire qu'un héritier, en général, saisit un notaire de la succession. Donc, cette première étape est la plus importante. C'est ce que j'appellerais l'ouverture de la succession. Et c'est là où on voit l'héritier, ça peut être le conjoint survivant, souvent c'est le cas. Et ce premier contact est essentiel. C'est lui qui va donner un petit peu le là et qui va permettre aussi de comprendre la psychologie et le contexte familial dans lequel s'inscrit cette succession. C'est le rendez-vous que je prends ou dans lequel je prends le temps d'examiner tout le dossier, toutes les choses avec l'héritier, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour la suite du dossier. Ce que fait le notaire, c'est qu'il va interroger ce fameux fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fichier DEX à Venel, qui est tenu par la DSN, dans lequel on va vérifier si oui ou non il y a eu une disposition testamentaire qui a été faite et si oui, chez quel notaire est cette disposition testamentaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'acte de notoriété, qui est l'acte par lequel le notaire précise et confirme quels sont les héritiers de la succession. Et dans les 6 mois du décès, nous devons établir ce qu'on appelle une déclaration de succession, qui est la fameuse déclaration fiscale de la consistance du patrimoine du défunt et qui permet en fait de liquider les droits de succession et de savoir exactement quelle est la fiscalité qui va devoir être réglée dans ces fameux délais de 6 mois. Voilà, ça c'est en simplifié. Après, vous avez tous les aspects suivant qu'il y a ou pas des biens immobiliers. Donc là, il y a des attestations qui sont établies pour confirmer la dévolution du bien immobilier sur la succession, suite à la succession. Il peut y avoir une vente aussi qui se greffe sur cette succession. Voilà. En général, tout ça s'est enfermé dans un délai de 6 mois. C'est assez variable. Ça dépend finalement de la consistance du patrimoine, de la succession. Ça dépend aussi du contexte familial. L'aspect fiscal, c'est 6 mois. Et pour le partage, et lorsqu'il y a des partages, parce qu'on a des consistances de patrimoine plus importants, ça, on peut aller beaucoup plus loin
et ça peut durer plus longtemps. Question, celle-ci je l'ai vu revenir beaucoup, mentionnée différemment. Combien l'État prend-il en pourcentage au moment de la succession? Alors ça dépend en fait du lien de parenté qui existe entre le défunt et les héritiers. Lorsque vous avez, par exemple, le lien de parenté, c'est parents-enfants, c'est ce que je vous disais, on applique d'abord l'abattement s'il n'a pas été consommé par ailleurs par une donation qui est moins de 15 ans, hein, sinon vous appliquez l'abattement légal des 100 000 euros, et ensuite vous avez un barème progressif qui est appliqué. Si vous êtes, l'héritier est quelqu'un qui est en dehors du cercle familial, c'est-à-dire vraiment un tiers, dans ces cas-là, vous avez 60%. Si maintenant vous êtes dans un lien de parenté frère et sœur, vous êtes sur une succession avec une tarification qui va être à peu près à 45%. Si vous êtes conjoint survivant, vous êtes exonéré de droit de succession. Si vous êtes pacsé avec un testament, vous êtes exonéré également de droit de succession. Par contre, si vous êtes en union libre, vous êtes considéré, c'est-à-dire ni pacsé ni marié, mais vivant en concubinage, vous êtes considéré fiscalement comme étant un tiers et donc vous êtes taxé à 60%. Donc il vaut mieux prévoir ce genre de choses en amont. Ensuite, peut-on léguer de son vivant pour que l'État ne prenne pas de pourcentage sur l'héritage? Alors en fait, là, il est important d'avoir une consultation patrimoniale préalable avec son notaire. Pourquoi? Parce qu'on va regarder quelle est la consistance du patrimoine du donateur qui souhaite faire ses donations. On va regarder également quelle est sa situation maritale. Est-ce qu'il est marié, pacsé, pas marié, mais avec un conjoint et en union libre? Et qu'est-ce qu'il souhaite pour son conjoint survivant? Est-ce qu'il veut une protection particulière ou pas? En fonction de cette consistance de patrimoine, en fonction également de sa situation matrimoniale, on pourra envisager avec lui de transmettre progressivement par des donations une partie de son patrimoine à ses enfants. Chaque parent peut donner à ses enfants 100 000 euros tous les 15 ans, sans fiscalité par rapport au droit de mutation, ce qui était la question. Donc voilà. On arrive sur la dernière question, du coup, qui est comment s'assurer si on meurt que nos enfants soient confiés aux personnes que l'on souhaite? Je vais faire une distinction. La première, c'est celle où il y a un parent survivant. Et souvent, cette question-là, elle nous est posée dans le cadre de divorce, lorsque un parent décède et ne souhaite pas que l'autorité parentale soit confiée au conjoint divorcé. Il faut comprendre que, sauf cas exceptionnel, l'autorité parentale est conservée par les deux parents. Donc, sauf vraiment chose très grave qui ferait que l'autorité parentale aurait été, un des conjoints aurait été déchu de l'autorité parentale et que c'est finalement celui qui va décéder qui a l'autorité parentale seule, en cette hypothèse-là, il peut prévoir en effet, par des dispositions, une suggestion sur le choix de la personne qui serait amenée à gérer, à s'occuper de l'enfant mineur. Mais simplement, ça se fait sous le contrôle du juge. Il n'y a pas d'automaticité et il n'y a pas d'obligation pour le juge de suivre ce choix. Si ce sont les deux parents qui décèdent, oui, vous pouvez prévoir une disposition testamentaire. Dans ces cas-là, si vous voulez, le choix qui aura été mentionné pourra être suivi. Alors, du coup, on a fait le tour principal des questions qui sont revenues. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Ça permet, moi, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'espère que vous aussi qui regardez cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Je vous mets de toute façon en barre d'infos des liens complémentaires pour si vous avez besoin de plus d'informations. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, à prendre contact avec votre notaire pour les démarches qui vous paraîtront nécessaires suite à peut-être la situation dans laquelle vous vous êtes reconnu. Voilà, je vous remercie Laure de cet entretien et puis je vous dis peut-être à bientôt. Merci.